Dans cet épisode de Mythbusters, Les bombardements alliés ont-ils réduit à néant vos rêves de domination du monde? Adam et Jamie remontent le cours de l'histoire et recréent un attentat manqué contre Hitler. J'aurais pas aimé être là-dedans. Moi non plus. Un changement de lieu expliquerait-il pourquoi la bombe dans la sacoche a échoué la première fois? Auf Wiedersehen. Pendant ce temps, Pardon, Carrie. Carrie, Tori et Grant C'est parti. se font gifler pour la science Ça t'a réveillé? pour savoir si une bonne claque remet vraiment les idées en place. Il est naze, ce mythe. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage 70% de chance de science. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, Vous allez me faire frire la cervelle. Grant Imahara Feu! et Carrie Byron. C'est plus marrant avec la grosse artillerie. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. En 1944, des conspirateurs ont décidé d'assassiner Hitler. Ils ont réussi à déposer une sacoche bourrée d'explosifs dans la même pièce que le Führer et à la faire exploser en sa présence. D'accord. Mais l'opération a échoué parce qu'Hitler a survécu à l'explosion. Comment ça se fait? Voilà le problème. À l'origine, la réunion devait avoir lieu dans un bunker souterrain, mais elle a été déplacée à la dernière minute dans une pièce en surface avec les fenêtres ouvertes. La sagesse populaire dit que si l'explosion avait eu lieu dans le bunker, Hitler serait mort. Génial. Un retour explosif vers le passé. Le lieu, la tanière du loup, le quartier général d'Hitler en Prusse orientale. L'assassin, le colonel Klaus von Stauffenberg. L'arme, une bombe dans une sacoche. À la dernière minute, la réunion, qui devait avoir lieu dans un bunker fortifié, est déplacée dans une salle de conférence en surface, avec des portes et des fenêtres standards. 4 personnes seront tuées dans l'explosion, mais Hitler s'en sortira avec seulement quelques blessures légères. Il existe des dizaines de théories expliquant cet échec, mais la plus populaire soutient que c'est le changement de lieu qui a atténué la gravité de l'explosion. Ce mythe raconte l'histoire de 2 pièces. Les livres d'histoire sont utiles, mais Jamie s'est procuré les clichés que les nazis ont pris des dégâts causés par l'explosion du 20 juillet 1944. Ces photos de la salle de conférence montrent que l'explosion a été particulièrement violente. Hitler se tenait ici. La bombe était tout près de lui et 4 personnes ont été tuées par l'explosion. Il a vraiment échappé de peu à la mort. Pendant que Jamie examine les moindres détails, Adam verse de la peinture dans une bassine remplie d'eau. Cette expérience toute simple devrait nous montrer ce qui se passe quand les ondes de choc sont confinées ou pas. Il ne lui manque plus qu'une maquette de chaque pièce. Pourquoi pense-t-on généralement que la bombe qui n'a pas tué Hitler dans la salle de conférence aurait réussi dans le bunker? J'espère que cette expérience pourra m'éclairer sur les raisons de ce mythe. J'ai devant moi les 4 murs du bunker. Je vais lâcher ce poids au centre pour observer les réactions. Voyons au ralenti. Les rides et les vagues sur l'eau se comportent comme l'onde de choc d'une explosion dans l'air. Génial! C'est exactement ce que j'espérais. On voit les vagues s'éloigner du poids et rebondir sur les murs. Elles n'ont nulle part où aller. Voyons maintenant si quelques fenêtres ouvertes font vraiment une différence. Voilà ma salle de conférence. Ces espaces représentent les fenêtres ouvertes. Et voilà ma bombe. On regarde. Parfait. Le ralenti confirme le raisonnement de Adam. C'est trop cool. L'onde de choc saisit la première occasion de s'échapper. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Dans la pièce fermée, les vagues n'ont nulle part où aller. Alors que dans la pièce avec les fenêtres, elles s'échappent par les ouvertures. Pour le moment, la science semble confirmer le mythe. J'aurais sûrement plus mal que vous. T'as raison, ça fait mal. Aïe, pourquoi t'as fait ça?
Pour le prochain mythe, est-ce qu'une gifle remet les idées en place? Oh non. Oh si. On dit que si une personne est confuse ou en état de choc, une bonne claque lui permet de se reconcentrer et d'être plus performante. C'est un grand classique des vieux films hollywoodiens. Un personnage panique et paf, une bonne gifle lui permet de recouvrer ses esprits. Ça paraît logique, mais avec le choc et la douleur, cela fonctionne-t-il vraiment? Tout de suite, ça m'évoque une personne hystérique ou au bord de la panique. Comment on va provoquer ça chez l'un de nous? Pas la peine. Je vais demander à un spécialiste des traumas s'il y a un moyen d'induire facilement dans le cerveau un état similaire à la panique. Les tests d'avant et après gifle doivent évaluer des prises de décision. Parce qu'on ne va pas tester notre QI, mais notre aptitude à réfléchir en état de stress. Exactement. Tout à fait d'accord. Pour commencer, Carrie va se renseigner sur les réactions du corps à une bonne tarte dans la figure. Pensez-vous qu'une gifle remette les idées en place? Une stimulation intense suscite une multitude de réactions. Un message est envoyé de la joue vers le cerveau, qui transmet ensuite un message aux glandes surrénales afin qu'elles augmentent la production d'épinéphrine. C'est ce qui déclenche le réflexe du combat ou de la fuite. L'afflux sanguin vers les organes vitaux est immédiatement accru et les pupilles se dilatent pour améliorer la vision. Vous êtes prêt à agir, vous êtes concentré et vous choisissez soit de combattre, soit de fuir. Nos Mythbusters connaissent assez bien ce fameux réflexe. En cas de danger, je me sers de mes collègues comme bouclier. Mais comment vont-ils susciter un état similaire à celui de la panique pour tester ce mythe? Il existe un grand nombre de tests possibles. Il suffit de compromettre l'intégrité de la personne, en provoquant par exemple une hyperthermie ou une hypothermie. Les tests se porteront alors sur la capacité psychomotrice du sujet. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe n'aura pas besoin de devenir hystérique pour tester ce mythe. Les troubles provoqués par le froid, la fatigue ou même la faim peuvent inhiber le cerveau et permettent de savoir si une bonne gifle suffirait à relancer la machine. À l'atelier, Grant et Tori sont en plein travail. Ils ont décidé d'éliminer le facteur humain de l'équation en fabriquant une machine à gifles. Une fois terminée et réglée, elle sera bien plus fiable qu'une baigne donnée par la première personne qui passe. L'étape suivante consiste à fabriquer la main gifleuse. Carrie sert de modèle pour la conception de ce substitut. C'est vachement poilu, dis donc. C'est pas des poils, c'est du duvet. Tori est presque un spécialiste de ce procédé. D'abord, il rase le bras, puis il le graisse. Il applique ensuite un alginate dentaire qui, une fois sec, donne un moule. Ce dernier est rempli de silicone. Quand c'est prêt, le bras peut être monté sur la machine. Aïe, ça fait mal. Tori, Avant de commencer, on va déterminer la force de la gifle grâce à ce mannequin. On va frapper la plaque, enregistrer les données et les utiliser pour calibrer la machine. C'est Grant qui commence, T'auras plus mal que moi. puis Tori, C'est quand tu veux. on dirait une fessée. et enfin Carrie. N'oublie pas, plus tu tapes fort, plus la claque que tu recevras sera forte. Il est naze, ce mythe. Allez. Je crois que j'ai tapé trop fort. Peut-être, mais Grant n'a pas envie de recommencer. Carrie, tu as fait 418 newtons. Moi 507 et Tori 516. Ça nous fait une moyenne de 480. Voilà notre cible. La gifle aura donc une force de 480 newtons. Va-t-elle les réveiller ou les assommer? Il est temps de tester cette machine infernale. Carrie, on est paré. Assieds-toi Allez, sur la machine à gifle. Savoir que la main qui va la frapper est plus ou moins la sienne n'est pas une consolation. C'est comme si j'avais choisi moi-même le bâton avec lequel on va me battre. T'es prête, Carrie? Sache que j'en tire aucun plaisir. Ah, j'ai peur. À 3, 2, 1. c'était pas un peu haut? C'est le retour qui fait mal. La visée n'est pas terrible, mais la gifle mécanique a l'effet escompté. Carrie cède la place à Grant. 1.
puis à Tori. C'est trop marrant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Ça secoue, mais sans étourdir. C'est pile ce qu'il voulait. Il ne reste plus qu'à inhiber le cerveau de la victime avant de la gifler. Une chose est sûre, les souffrances ne font que commencer. Le boom style Valkyrie nous a montré qu'une explosion dans une pièce fermée hermétiquement était normalement plus puissante que dans une pièce avec des fenêtres. Adam et Jamie vont à présent reproduire l'attentat à échelle réduite. Pour cette expérience, il va me falloir 2 pièces. Une parfaitement identique au bunker d'Hitler et une autre qui soit en tout point pareille à la salle de conférence dans laquelle l'attentat a eu lieu. Je vais les fabriquer avec des plaques d'acier de 12 mm d'épaisseur. De cette manière, elles résisteront à l'explosion et me permettront de visualiser la différence de propagation de l'onde de choc. En cherchant à confirmer ou infirmer ce mythe, Adam se concentre sur le caractère mortel des ondes de choc créées par l'explosion. Il est certain que ces 2 maquettes seront suffisamment résistantes pour survivre à un mini-attentat. Je dois reconnaître que c'est la maquette la plus lourde que j'ai jamais fabriquée. Voici une maquette à l'échelle 1/6 de la salle de conférence où l'attentat contre Hitler a eu lieu. Il se tenait ici. Les explosifs étaient juste là et pourtant, ils ne l'ont pas tué. Mais ça n'aurait pas dû se passer comme ça. À l'origine, la réunion était censée se tenir dans le bunker souterrain d'Hitler, dont voici la maquette à l'échelle 1/6. De l'avis général, si Hitler avait été dans cette pièce quand la bombe a explosé, il serait mort. C'est ce qu'on va tenter de découvrir. Quand on fait sauter un explosif autre qu'un obus à fragmentation, le plus dangereux, c'est l'onde de choc. C'est un mur de pression qui se déplace en s'écartant du centre de l'explosion. Ce qui tue, c'est l'accroissement de la pression ressentie par les personnes proches de l'explosion. La question à laquelle on essaie de répondre est la suivante. Si on déclenche une explosion dans une pièce hermétique comme un bunker, la déflagration sera-t-elle confinée au point d'augmenter la pression, et donc le caractère mortel de l'explosion, plus que dans une pièce ouverte comme la salle de conférence où la pression peut s'échapper par les portes et les fenêtres? La validation de notre expérience sera effectuée par ceci. C'est un capteur de pression. Il sera placé à une distance bien précise de l'explosion et il convertira l'énergie mécanique de l'onde de choc en impulsion électrique, ce qui nous permettra de mesurer et de comparer avec précision nos 2 explosions. Une amorce fournira ces explosions. Pour une expérience à cette échelle, JD et Frank ont choisi des numéros 10, petits mais costauds. Elle est à 2,5 cm du sol. Ok, 2,5 cm, je le note et on colle. JD et Frank préparent les 2 pièces de manière rigoureusement identique. Jamie, les amorces sont en place. Excellent. Espérons Jamie en sécurité derrière un écran pour lancer le compte à rebours de l'explosion de la salle de conférence. 3, 2, 1... Génial. Allons voir les données. N'oubliez pas, les pièces sont à l'échelle, mais pas les charges. On ne cherche pas à évaluer les dégâts, mais à mesurer la pression générée par l'explosion. Qu'est-ce que ça donne? Dans la salle de conférence, un pic de pression à 0,9 bar. Excellent. Passons à l'autre. 3, 2, 1... Comme précédemment, l'enveloppe d'acier a étouffé la déflagration. Mais les données racontent une toute autre histoire. Ça donne quoi dans le bunker? Dans le bunker, le pic de pression est à 3,8 bars, presque 4 fois la pression obtenue dans la salle de conférence. C'est énorme. Ouais. Comme il l'avait prévu, l'onde de choc potentiellement mortelle ferait beaucoup plus de dégâts dans le bunker. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ce mythe. Ça semble plutôt bien parti. On fait quoi maintenant? On arrête la bidouille et on passe aux choses sérieuses. À taille réelle? Ouais. Maintenant que la machine à gifler est prête, la prochaine étape consiste à effectuer une série de tests. D'abord avec un sujet normal, puis perturbé, et enfin perturbé et giflé. Grant sera la victime tout simplement parce que c'est lui qui fait la tête la plus drôle quand on le gifle. Voici ce qu'il devra affronter.
Pour tester le mythe de la gifle, on a prévu 4 expériences. On va tester ses réflexes, son aptitude à compter, sa coordination et sa vue et sa communication. Et pour s'assurer que les effets de la claque ne s'estompent pas, chaque test ne durera qu'1 minute. La gifle arrive bientôt. Mais pour commencer, Grant doit effectuer les 4 tests avant que ses facultés ne soient perturbées, afin de fournir des données de référence. On commence par les réflexes. Grant va se placer sur cette grille. Ok, je suis prêt. Au-dessus de sa tête, des étoiles sont maintenues par des électroaimants. On va les lâcher une par une, et il devra les attraper avant qu'elles ne touchent le sol. 5, 6, il est génial. 7, 8. Alors, Bravo, 8 sur 8. On passe à la suite. le test de coordination est un bon vieux stand de tir 1, avec une carabine à air comprimé qui tire des bouchons. 2, J'ai 60 secondes pour la charger il vise bien. 3, et toucher les 6 cibles. 4. Ok, t'en as eu 5 sur 6, bravo. Merci. Les tests 3 et 4 sont un peu plus intellectuels. On commence par un test de communication. Grant aide Tori, qui a les yeux bandés, à recréer une forme. Tu fais pivoter le triangle, ok? C'est fini. Puis vient le test de calcul mental. Le temps est limité dans cet exercice, ce qui ne lui pose aucun problème, et c'est donc un sans faute. Avec un cerveau fonctionnant à plein régime, Grant fait d'excellents scores. Il est temps de perturber ses facultés. Et d'après le Dr Sanders, une manière simple et efficace consiste à le mettre au frigo. C'est quoi ce truc? On va te refroidir. On va te laisser ici une demi-heure, le temps que le froid fasse effet sur toi. Et ensuite, on passera au test. Ça nous donnera une référence. Exactement. Après avoir pris sa température, Température de départ, 36,1 degrés. T'enrhumes pas? C'est ça, t'enrhumes pas. T'es trop drôle. il laisse Grant grelotter en paix. Au bout de 30 minutes, sa température a chuté de 4 degrés. Techniquement, il est proche de l'hypothermie. Voyons si le docteur avait raison et si le froid le perturbe autant qu'une crise de panique. Ok, la coordination. T'es prêt? Prêt. T'endors pas. Il commence par le tir à la carabine. La dernière fois, il a touché 5 cibles. Ok, on passe à la suite. Cette fois, seulement 3. Puis, l'épreuve de calcul mental. Les réponses lui viennent moins rapidement que tout à l'heure. Ça fait 33. On dirait qu'il a bu. 210. Faux. Le temps est écoulé et il n'a donné aucune bonne réponse. Trop tard, on continue. Le pauvre. La coordination? Oui, ça semble cruel, mais c'est pour la science. 1, 2. 2 sur 8, la dernière fois, il les a tous eus. Les attentes sont au plus bas pour le prochain test. Ok. Les secondes passent. Vers la droite. Non, pardon. Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on distingue plusieurs formes. Encore. Et c'est bon. Ok. Les tests ont prouvé que tes facultés étaient très perturbées. Il est clair que le Grant normal a littéralement écrasé le Grant perturbé. Et maintenant, on va enfin s'amuser. Tu retournes dans le congélo 30 minutes. Ensuite, on te gifle et on recommence les tests. Une demi-heure plus tard, Prêt pour les tests? Viens. Ok, Grant. Assieds-toi sur la machine à gifle. Ok. T'es gelé. Ok, prêt à recouvrer tes esprits? C'est parti. Ok. Les réflexes. il n'y a pas de temps à perdre, car il ne faut pas que les effets du froid ou de la gifle s'estompent. On y va. Ça t'a réveillé? Je me sens mieux que ce que je croyais. On ne dirait pas, mais voyons si une bonne claque fait une différence. 1, 2, 3, 4, 5. Pas mal, au suivant. Mais d'abord, retour au camion pour un petit coup de froid.
Ils appliqueront cette méthode à chaque test. D'abord le froid, ensuite la gifle. Vite, au prochain test. Le calcul. Pour l'épreuve de calcul, c'est difficile d'être sûr, mais Grant semble plus concentré que tout à l'heure. Moins 10, 70, divisé par 2, 35. C'est fini. Pas aussi bien que la première fois, mais mieux que la deuxième. 1 sur 3. On recommence. C'est drôle à regarder, mais ayons quand même une pensée pour notre pauvre victime. Le pauvre, je le plains. Moi aussi. Un petit peu. Épreuve suivante. Allez! Heureusement pour Carrie et Tori, ce ne sont pas de vraies balles. Notre expert a dit qu'en réaction au fait d'être giflé, le corps produit une montée d'adrénaline qui nous permet de combattre ou de fuir. Je suis quasiment sûr que c'est ce que j'ai ressenti. Après la gifle, j'avais qu'une envie, taper sur quelque chose. Après un dernier passage au congélateur et une bonne claque revigorante, Grant affronte à nouveau l'ennemi. T'as l'air beaucoup plus concentré. C'est bien. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais pourra-t-il battre son dernier chrono? Seul Carrie a la réponse. Ok, c'est terminé. Moins bien que la première fois, mais mieux que la deuxième. Je me sentais mieux. Je sais pas vraiment si c'est la douleur ou quoi, mais c'est comme si on m'appuyait très fort sur le cerveau. Les résultats sont limpides. Quand Grant était paralysé par le froid, ses performances générales ont chuté. Après une bonne claque, il a repris du poil de la bête, mais pas suffisamment pour égaler ses scores de référence. Ce mythe semble donc plausible, mais en ont-ils fait assez pour le prouver? On peut encore améliorer les tests, et la bonne nouvelle, c'est que Grant va pouvoir se venger. Jusqu'ici, nos tests à échelle réduite semblent confirmer la théorie. Je crois qu'il est temps de vérifier à taille réelle. Entièrement d'accord. D'ailleurs, j'ai une idée. Je t'écoute. Puisque la sagesse populaire dit qu'à toute chose égale, l'explosion confinée est plus mortelle, faisons en sorte que tous les paramètres soient égaux. Prenons 2 containers parfaitement identiques et meublons-les de la même manière. Même dose d'explosifs, même sacoche et même table de conférence. Sauf qu'un container aura des fenêtres alors que l'autre sera enterré. Ensuite, on fait sauter les explosifs et on voit ce que ça donne. J'adore. Super! Retour sur le site des explosions pour le test ultime du mythe des 2 pièces dans l'attentat contre Hitler. Les rôles du bunker souterrain et de la salle de conférence seront joués par les 2 conteneurs situés derrière moi. Maintenant, veuillez m'excuser, j'ai des fenêtres à découper. Dans cette émission, nous sommes fiers de pouvoir dire que lorsque les choses se compliquent, nous nous débrouillons sans faire appel à des professionnels. Il est clair que le meilleur moyen de transformer un conteneur maritime en bunker souterrain, c'est de l'enterrer dans une tranchée de 4 mètres de profondeur. Et Jamie est l'homme de la situation. En revanche, pour Adam, manœuvrer un conteneur de 2,5 tonnes n'est pas chose aisée, mais il finit par le déposer pile à l'endroit voulu. Pas mal. Bon, c'est pas parfait, mais ça me suffit. Il reste encore suffisamment de temps pour donner un petit coup de jeune à tout ça. En tête de liste, dessiner et découper des fenêtres. Fantastique. Ça transforme la pièce. On est tous soulagés de ne pas l'avoir comme dentiste, mais il faut bien reconnaître qu'il est assez efficace. Je sais jamais si ça s'ouvre dedans ou dehors. Dans la tranchée, Jamie mesure la profondeur et la largeur de son fossé. Parfait. De son côté, Adam pose les fenêtres à sa manière. Je sais ce que vous allez me dire. Adam, les Allemands ne fixaient pas leurs fenêtres avec du ruban adhésif quand même. Je suis d'accord, mais ça n'entre pas en ligne de compte. Le but de l'expérience est simplement de comparer une explosion dans un espace confiné et dans un espace ouvert. Ces fenêtres seront purement décoratives. Bien, le décor est à peu près planté. Passons aux accessoires. Il nous faut d'abord 2 tables de conférence. On dirait une table géante. D'ailleurs, c'en est une. Mais on va la couper en 2 pour faire 2 tables distinctes.
À l'atelier, Adam s'est plié en 4 pour fabriquer une copie parfaite de la table détruite dans l'attentat contre Hitler. Voici les mêmes pieds en chaîne que ceux de la table de conférence d'Hitler. C'est ce que les explosifs ont dû traverser pour l'atteindre. De son côté, Jamie fait également preuve de beaucoup de talent. Le conteneur est délicatement inséré dans la tranchée. Super. Il est ensuite recouvert de terre pour imiter le bunker souterrain d'Hitler dans les bois. Tout se passe tellement bien que quelque chose, quelque part, va forcément finir par craquer. Étonnamment, ce ne sont pas les fenêtres d'Adam, mais le conteneur de Jamie. Voilà un bruit qui fait mal au cœur après une longue journée de travail. J'ai entendu un craquement. Oh non! Tu l'as ouvert? Non. Oh mince! Ça craint. Le mot est faible. T'entends? Oui. Je rentre pas là-dedans. Non. C'est un problème de matériel. Ce conteneur est en partie en fibre de verre et donc moins résistant que l'autre. Quelle poisse. C'est clair. On fait quoi? On en commande un autre. C'est un sacré contretemps. Le test à grande échelle est prévu pour demain matin. Il faut rapidement trouver une solution. Mince. Les tests sur Grant ont montré que la gifle faisait une différence. Oui, mais je crois qu'on n'a pas été exhaustif. On l'a refroidi et on a inhibé son cerveau. Mais on pourrait ajouter 2-3 trucs. Le priver de sommeil ou de nourriture? Non! Si. Et ces erreurs n'avaient pas assez de conséquences. On devrait faire un test de tir, comme pour la police, avec des décisions hyper rapides à prendre. Ok, d'accord. Mais on change un truc. Cette fois, je regarde et c'est vous qui vous faites gifler. Non, c'est nul comme idée. On n'a qu'à voter. Qui vote pour Grant? Qui vote pour Tori et Carrie? Le vote de la productrice compte double. Et c'est votre tour d'être giflé. Ils vont donc passer une journée sans manger ni dormir et bien sûr faire un petit tour dans le congélateur, ce qui devrait inhiber leur faculté mentale autant qu'une crise d'hystérie. Effectuer les tests dans un stand de tir signifie qu'ils devront prendre des décisions ultra rapides avec des conséquences potentiellement dramatiques. Voici l'épreuve de tir de 2 minutes que nos victimes frigorifiées, affamées et épuisées vont devoir effectuer. À mon signal, des cibles vont se retourner au hasard. Ils devront tirer uniquement sur les méchants et jamais sur les gentils. Ils auront chacun 30 balles et au signal de Grant, ils avanceront 2 fois dans la pièce pour effectuer le test. Quand ils auront terminé, un policier, le brigadier Stankiewicz, examinera les cibles et évaluera leurs scores respectifs. Carrie et Tori sont appelés pour aider à réassembler la machine. Après une journée de privation, ils sont épuisés et affamés. Et Grant se montre sans pitié. Combien de gifles je me suis pris hier? Ça a l'air bon. Oh là là, c'est un triple burger? Puis, ils vont passer une demi-heure dans le congélateur pour consolider leur handicap. J'avais mal pour lui hier, mais là plus du tout. Le coup du hamburger, c'était ignoble. C'était cruel. C'est clair. Mais Grant a de bonnes raisons de mettre la barre aussi haut. Il y a une grosse différence entre simplement avoir froid et avoir froid, faim et sommeil. On peut toujours se réchauffer en courant, mais on ne peut pas avoir moins sommeil sans dormir, ni avoir moins faim sans manger. Carrie et Tori ont effectué le test la veille, alors qu'ils étaient en pleine forme. Ils ont tous les deux tiré leurs 30 balles et n'ont manqué qu'une cible. Ce score servira donc de référence. On va maintenant voir à quel point ils sont perturbés, à commencer par Carrie. Lunette, prends ton arme. Je suis épuisée, je suis gelée et je suis morte de faim. Prête? C'est parti. Je crois que j'ai une migraine. On est loin de la Carrie pétillante de d'habitude, mais cela jouera-t-il sur sa performance? C'était beaucoup plus dur que ce que je croyais. Je tremblais tellement que j'arrivais pas à stabiliser mon arme. Et puis, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Mon cerveau marchait au ralenti. Je le sentais. J'arrivais pas à réfléchir.
À la fin de l'épreuve, Carrie n'a dégommé aucun gentil, mais les cibles qu'elle a touchées ne sont pas vraiment un franc succès. Sur les 19 coups, 8 seulement ont touché leur cible. C'est très mauvais. Oui, mais n'oublie pas que tu es fatigué, affamé et gelé. C'est normal que tu rates. Mission accomplie. On va chercher Tori. Affamé, fatigué et complètement frigorifié, Tori vient passer le test. C'était horrible d'être dans ce congélo. J'ai les doigts tout engourdis. Je tremble et mes muscles se contractent malgré moi pour essayer de se réchauffer. Si je sens pas mes doigts, comment je vais faire pour tenir le pistolet et tirer? Recharger. Il finit par maîtriser son arme, mais combien de ces balles de peinture ont touché leur cible? Mauvaise journée. Alors, comment il s'en est sorti? Très bien. Non seulement il a touché ses cibles, mais il a aussi groupé ses tirs. Dans l'ensemble, ça donne quoi? J'ai compté, vous n'avez touché aucun gentil. Et sur les 24 coups, il y en a 21 dans le mille. C'est plutôt bien, mais comme Carrie, sa performance s'est dégradée sous l'effet du froid, de la faim et du sommeil. On va enfin savoir une bonne fois pour toutes si recevoir une bonne claque fait une différence. La journée d'hier s'est mal terminée pour Adam et Jamie. Mais tout est rentré dans l'ordre grâce à un nouveau container qui remplit toutes les conditions requises. Adam va pouvoir nous expliquer son plan de génie pour les véritables stars de l'émission, nos deux faux Hitler ultra sophistiqués. Quelle que soit l'explosion, deux éléments peuvent vous tuer. L'onde de choc et les éclats. On va mesurer ces deux éléments grâce à cette plaque en mousse d'uréthane. Ce sera notre Hitler debout à la table de conférence. Il sera équipé de capteurs de pression sur la poitrine et dans le dos afin de mesurer l'onde de choc générée par l'explosion. Par ailleurs, la mousse est idéale pour évaluer les blessures causées par les éclats. Parce que tous les bouts de bois qui vont voler dans l'explosion vont se planter dedans. Et ça nous donnera une idée précise des blessures qu'Hitler aurait pu recevoir. Pour que le plan de Adam se déroule sans accroc, les capteurs et les fils doivent être protégés par des plaques métalliques. Si tout fonctionne, le capteur sur la poitrine mesurera l'onde de choc initiale. Et celui positionné dans le dos mesurera celle que renvoie le mur. Bien. Nos cibles sont prêtes pour les tests. Retour sur le site des explosions afin de démontrer si, dans un univers parallèle, la bombe dans le bunker aurait tué Hitler. Ils vont commencer par faire sauter la salle de conférence et déterminer si les dégâts correspondent à ce qui s'est passé en 1944. La charge était un explosif plastique de l'époque, similaire au C4. Il y en avait à peu près 1 kilo dissimulé dans une sacoche en cuir placée sur le sol, au pied de la table. Quand la charge a explosé, il y avait 24 personnes dans la salle et 4 sont décédées. Hitler a reçu des éclats dans les jambes. Il a eu le bras droit touché et les tympans percés. C'est la situation qu'on va tenter de reproduire. Comme tout à l'heure, on va utiliser des capteurs PCB afin de mesurer précisément la pression générée par l'explosion. Notre Hitler en mousse en a un sur la poitrine et un dans le dos. Les données seront transmises par câble à l'ordinateur de David. Quand tout sera terminé, David Harding devrait avoir les données définitives. Mais pour être sûr... En plus des données électroniques sur l'onde de choc, on va aussi collecter des données analogiques grâce à ce petit disque de rupture. Il est calibré à 7 bars et s'il éclate, c'est la mort assurée. C'est on ne peut plus clair. L'équipement est en place, JD et Franck pèsent avec précision un gros morceau de ces 4. 975 grammes, on emballe. Parfait. Tout est prêt. Dans la salle de conférence, les conjurés relient l'explosif à un mécanisme de mise à feu placé dans l'abri anti-explosion. À l'époque, von Stauffenberg avait utilisé un détonateur chimique pour déclencher la bombe, mais la méthode importe peu. Les résultats de ce test ont une grande importance. Pour valider le test à venir du bunker, il faut que cette explosion soit quasi identique à celle qui n'a pas réussi à tuer Hitler. Explosion de la salle de conférence dans 3, 2, 1...
Boum! J'aurais pas aimé être là-dedans. Moi non plus. Comment imaginer que quelqu'un puisse survivre à ça? Pourtant, il le faut. On a une nouvelle porte. Attention aux clous. Ça correspond à ce qu'on attendait. Il y a un trou dans le sol. T'as vu ça? Hitler est en 3 gros morceaux. Les disques de rupture sont intacts. T'as raison, ils sont parfaitement intacts. La pression faisait donc moins de 7 bars. Et Hitler se porte bien mieux que ce qu'on pourrait croire. Il aurait clairement reçu un grand nombre d'éclats dans les jambes. Mais sa tête est parfaitement indemne. Oui, c'est ce que dit le rapport de la Gestapo, qu'il était blessé aux jambes, mais qu'au-dessus de la taille, il n'avait rien. Ça confirme ce qu'indiquent les disques de rupture, qu'on pouvait survivre à cette explosion comme l'a fait Hitler. Bravo, on a réussi! Boum! L'expérience est une vraie réussite, mais les données de David vont-elles confirmer l'échec de l'attentat? Ça donne quoi, David? On a une moyenne de 1,2 bar sur à peine plus d'1 milliseconde. On peut tout à fait y survivre. J'en reviens pas. Toutes nos données indiquent que notre Hitler aurait pu survivre à cette explosion. Même si, quand ça a sauté, on s'est tous dit « Nom de Dieu !» On n'aurait pas pu faire mieux. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer dans le bunker souterrain quand l'onde de choc sera confinée. Tori et Carrie vont se faire gifler pour la science. Ils sont épuisés, affamés et frigorifiés. Et leur cerveau est dans un état similaire à une crise de panique. Pardon, Carrie. Ok, c'est bon. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui vient de prendre une claque. D'accord. Va-t-elle s'améliorer ou imploser? Commençons les tests. Prête? Feu. Et laissons Carrie faire les commentaires. La gifle m'a vraiment remis les idées en place. Elle m'a paru beaucoup plus forte que dans mon souvenir. Je ne sais pas si c'est à cause du froid, de la faim ou de l'énervement, mais j'étais super concentrée. Voyons ton score. Après, je veux un sandwich. Le sandwich peut attendre, mais pas les résultats. J'ai l'impression que c'était mieux, je me trompe? Elle s'en est très bien sortie. Sur un total de 22 tirs, elle en a mis 16 dans la cible. C'est beaucoup mieux. Bravo! Et aucun gentil. L'excellent score de Carrie vient consolider le mythe. Tout repose maintenant sur Tori. On y va. Comment tu te sens? J'ai froid, je suis désorienté, un peu dans le pâté. D'accord. Allez, c'est parti. On y va. La vache! On passe sans attendre de la gifle au tir. Comme tout à l'heure, dis-moi quand t'es prêt. C'est bon. Ok. Et go! Grant donne le signal du test qui va peut-être apporter une réponse définitive au mythe. C'est hallucinant. J'ai senti une énorme différence entre avant et après la claque. J'ai passé une demi-heure dans le congélo, mais la gifle m'a immédiatement réveillé. Je crois que j'ai fait un bien meilleur parcours. Alors, ça donne quoi? C'était excellent. Sur 27 tirs, il en a mis 26 dans la cible. Voilà qui ne laisse aucune place au doute. Ils n'ont jamais réussi à égaler leur premier résultat. Mais ce n'était pas le but recherché. Le mythe affirme simplement qu'une bonne claque réveille un esprit et un corps perturbé. Si on associe tes résultats, les miens et les siens, je crois que le mythe est confirmé. Oui, on a tous été perturbés, mais nos résultats se sont améliorés après la gifle. Qui aurait cru qu'une simple claque aiderait à se concentrer et à améliorer les performances? Confirmé? Confirmé. Vous avez déjà connu ça? Les bombardements alliés ont-ils réduit à néant vos rêves de domination du monde en interrompant vos réunions à coups d'explosifs? Le problème vient peut-être du fait que vous vous réunissiez en surface. Ne vous en faites pas, nous avons la solution. Après avoir effectué leur paiement 5 fois sans frais, ils ont enfin le container tant désiré. Il est partiellement enterré pour jouer le rôle de bunker et il s'assure que l'équipement, les accessoires et les explosifs sont rigoureusement les mêmes que lors du test précédent.
Merci. C'est un test relatif. Ça signifie que toutes les variables sont identiques, sauf une. On a le même type et la même quantité d'explosifs. La même table, le même mannequin, les mêmes capteurs, y compris les disques de rupture. La seule différence, c'est la pièce. Elle fait la même taille, mais elle est confinée. L'onde de choc n'a donc aucune porte de sortie. Auf Wiedersehen. Je crois qu'on est prêt. Tout est en place? Tout est en place. Les capteurs sont prêts. Tu crois qu'on va tuer Hitler cette fois? Oui. Cool! Alors on ferme. Le seul vrai point faible, c'est la porte. Jamie, se souvenant peut-être de l'époque où il construisait le premier chemin de fer transcontinental, décide de caler la porte avec des traverses ferroviaires. Retraçons maintenant le chemin de destruction qui nous a menés à ce moment épique. Grâce à nos tests à échelle réduite, on sait qu'une explosion confinée génère une onde de choc beaucoup plus grande qu'une explosion non confinée. La réplique à taille réelle de l'attentat dans la salle de conférence a montré qu'on pouvait tout à fait survivre à l'explosion. Mais aurait-on la moindre chance de survie dans un bunker souterrain avec près d'1 kilo d'explosifs? Pour confirmer le mythe, il faut qu'Hitler soit mort sans l'ombre d'un doute. Dans 3, 2, 1... Je crois que la porte est ouverte. Il a le ventre à l'air. Mais le bunker a l'air intact. Oui, approchons-nous prudemment. La bombe a projeté les traverses à 50 mètres et à l'intérieur, c'est totalement dévasté. Mais on n'est pas encore au bout de nos surprises. C'est pas vrai. Les disques de rupture sont intacts. Qui l'eût cru? Regarde-moi ça. Ils peuvent dire adieu à leur caution. Les dégâts sont gigantesques. Il reste que des débris. Mais seul David détient les données cruciales de ce test. Alors, On a une moyenne de 2 bars sur 1 milliseconde. C'est tout? C'est tout. Ce n'était pas mortel. j'en reviens pas. Les résultats sont difficiles à croire. Une onde de choc de 1 bar pourrait être mortelle, mais elle devrait durer au moins 30 millisecondes. Et on en est très loin. Les gens nous demandent sans arrêt si on est surpris par certains de nos résultats. Vous en avez l'exemple parfait. On est sciés. On était certain qu'Hitler allait mourir dans cette explosion. Mais toutes nos données indiquent le contraire. Il aurait pu survivre. Je sais ce que vous allez dire. Peut-être que ce bunker n'est pas de la même taille que celui d'Hitler. Eh bien non. Figurez-vous qu'il est plus petit. Celui d'Hitler était plus grand. Et donc, l'onde de choc aurait très certainement été moins importante. Et par conséquent, moins mortelle. C'était une surprise. Complètement. J'étais sûr qu'il allait mourir. Allez, J'aurais dû mettre plus d'explosifs. c'est ta solution à tout. J'adore ces résultats. Si tu avais été à la place d'Hitler, tu aurais survécu. Que l'explosion ait eu lieu dans le bunker ou dans la salle de conférence. Oui, le mythe selon lequel Hitler a survécu grâce au changement de lieu est bidon. Il est complètement bidon. Mais si la bombe avait été à ses pieds, comme prévu au départ, l'histoire serait peut-être différente. L'emplacement de la bombe et la quantité d'explosifs sont beaucoup plus importants que la pièce. J'aime les résultats contre-intuitifs. Moi aussi.